Bonjour à toutes et à tous. Comme certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore, je vous propose de vous présenter en quelques mots, l'activité de notre agence, Nel et Associés. Donc pour ma part, je suis Noria Larose, cela fait une vingtaine d'années que je travaille dans le secteur du digital learning et j'ai créé Nel et Associés il y a 6 ans. Donc nous sommes une agence de formation digitale qui intervient sur, 3 volets. Nous conseillons nos clients sur leur stratégie de digital learning. Donc, cette partie-là peut couvrir un certain nombre de missions de conseil, tant sur le choix de plateforme LMS par exemple, que sur la mise en place de démarches innovantes ou de restructuration de services formation. Le deuxième volet, c'est la partie digitalisation de dispositifs de formation sur mesure. Et le dernier volet, qui est un petit peu plus récent, il s'agit donc de formation. Nos clients nous ont demandé en fait de les former à notre métier, tous les métiers qui sont liés au digital learning, que ce soit par exemple la prise de parole face caméra ou bien l'animation de classes virtuelles ou la conception et gestion de dispositifs blended learning. Donc toutes ces formations sont également disponibles dans un catalogue de formations qui est disponible sur internet si besoin. Donc voilà un petit peu pour vous donner un petit panorama de notre activité. Concernant le webinaire de ce jour, donc je voulais commencer par un petit point pratique. Je vais intervenir pendant environ 20 minutes et je vais vous proposer de réserver en tout cas les 10 dernières minutes de ce webinaire pour répondre aux questions que vous pouvez poser tout au long du webinaire via le chat qui est à votre gauche. Et c'est Mathilde Tulou qui recueillera l'ensemble de vos questions et qui me les transmettra à la fin. Je pourrai ainsi y répondre. Enfin, comme nous sommes toujours curieux de nous assurer de votre satisfaction et de recueillir également vos attentes pour les prochains webinaires NEL, nous aurons le plaisir de vous adresser à la fin du webinaire le lien vers un questionnaire de satisfaction où vous pourrez nous indiquer vos idées et vos retours. Voilà, alors aujourd'hui, je pense que les retardataires ont pu nous rejoindre. Nous souhaitions aborder avec vous, entreprises apprenantes, le grand retour. En effet, ceux qui, comme moi, ont commencé à travailler dans le domaine de la formation il y a une vingtaine d'années, pourraient penser que la notion d'entreprise apprenante est apparue récemment. En effet, elle est bien en phase avec notre époque actuelle, où le marché, les technologies évoluent vite, où l'adaptabilité, l'attraction de nouveaux talents, la course à l'innovation sont devenus des enjeux de compétitivité majeurs. Elle est même encouragée par la loi Avenir professionnel qui est parue en 2018. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ce concept d'entreprise apprenante est récent. Et pourtant, ce concept est finalement apparu il y a une trentaine d'années. C'est dès les années 90 que ce concept d'entreprise apprenante est devenu un paradigme dominant dans les entreprises anglo-saxonnes d'abord, avec l'apparition du livre dont vous apercevez la couverture à l'écran, qui s'intitule La cinquième discipline et qui avait été écrit par Peter Senge, qui était professeur au MIT. Alors pour revenir quand même à ce que c'est qu'une entreprise apprenante, c'est vrai que je vous propose également de le définir en quelques mots. En 1993, l'Harvard Business Review l'avait défini comme une organisation capable de créer, d'acquérir et de transférer des connaissances et également de modifier son comportement afin de refléter les nouvelles connaissances et tendances. Bon, c'est un petit peu verbeux, je vous l'accorde, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que finalement, une entreprise apprenante tire son efficacité de sa capacité à réorganiser et à combiner des ressources et ses compétences, mais surtout à les renouveler. Comme on le sait, on est dans un environnement changeant, évolutif, donc une entreprise a vraiment intérêt à se remodeler, à savoir se transformer et à conduire les différents changements pour relever les défis qui vont lui être, enfin, qu'elle va trouver sur son chemin. Donc c'est bien moins l'accumulation de ressources qui importe, mais finalement c'est plutôt la capacité à en inventer de nouvelles qui va vraiment caractériser l'entreprise apprenante. Donc finalement, ce qu'on constate nous aujourd'hui, c'est que parmi nos clients, beaucoup de DRH de grands groupes ont émis un intérêt renouvelé pour l'idée d'entreprise apprenante. Et ce qu'on voulait partager avec vous, c'était de voir et de comprendre ensemble quelles étaient les raisons de ce revival. Donc finalement, on va le découvrir, enfin ce que je vous propose, c'est de le découvrir aujourd'hui à travers 3 questions clés. Pourquoi devenir une organisation apprenante? Sur quel levier on peut jouer? Et puis enfin,
ce qui est essentiel, c'est également de pouvoir évaluer sa performance d'apprentissage ou en tout cas la performance d'apprentissage de l'entreprise. Alors, même si la notion d'entreprise apprenante a le vent en poupe, il est légitime de se demander pourquoi devenir une entreprise apprenante. Je vais vous le faire découvrir en vous proposant quelques éléments de réponse qui ne seront pas exhaustifs, mais en tout cas qui vous donneront une bonne idée des raisons qui peuvent pousser les entreprises aujourd'hui à s'orienter et à mettre en œuvre cette démarche nouvelle, enfin nouvelle, ou en tout cas de réactiver cette démarche. Alors, premier point, les entreprises qui développent une culture de l'apprentissage obtiennent de meilleurs résultats. Une étude qui avait été menée par l'Association for Talent Development, l'ATD, en 2018, donc ils avaient sollicité 237 responsables du développement des talents de pays assez variés et de secteurs également assez variés. Il s'agissait d'une étude réalisée finalement pour vraiment comprendre un petit peu comment les entreprises développaient les talents en interne. Et les résultats de cette étude, enfin en tout cas parmi les résultats de cette étude, ils avaient indiqué que 55% des organisations performantes de ce panel d'entreprises, donc de ces 237 entreprises, encourageaient activement l'apprentissage continu au sein de leurs équipes. Ce qui démontre bien que le fait de mettre en œuvre une démarche d'apprentissage, d'entreprise apprenante, contribue au développement de la performance de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Une entreprise apprenante obtient généralement de meilleurs résultats et est plus compétitive que ses concurrentes, si elles ne sont pas dans cette logique. Deuxième point, les entreprises apprenantes accroissent leur capacité à se transformer. Alors c'est d'autant plus important qu'une étude, par exemple, publiée par Dell et l'Institut pour le futur, a permis de constater que 85% des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc là, on vous a mis quelques exemples de métiers pressentis pour 2030. Mais donc, ce qu'on perçoit, c'est que l'intelligence artificielle et la robotique vont vraiment transformer en profondeur les métiers qui existent actuellement et en créer de nouveaux. L'entreprise doit donc faire face à la transformation très rapide de ces métiers et finalement, c'est vraiment l'apprentissage continu sur le lieu de travail et une culture basée sur l'apprentissage qui vont permettre de constituer une des solutions à cette question. Troisième point, les entreprises apprenantes attirent les talents. Il est difficile aujourd'hui de recruter un certain nombre de métiers. On parle de roboticiens, de data scientists. Parmi nos clients, on travaille avec certaines SS2I. Et quand on échange avec les responsables RH ou les DRH, on voit bien qu'effectivement, il y a une vraie crise dans le recrutement et qu'il est essentiel de pouvoir attirer ces nouveaux talents. Donc, quel que soit le secteur, hein, au-delà des SS2I, les entreprises s'arrachent les profils rares. Face à un marché de l'emploi en tension sur de nombreux métiers, les entreprises doivent vraiment soigner leur marque employeur et mettre en place un véritable marketing RH pour attirer ces talents. Et là encore, l'organisation apprenante, en faisant la promotion des valeurs qui attirent, on parle souvent de valorisation des collaborateurs, d'écoute, de respect et d'épanouissement. Toutes ces valeurs, en fait, ont un vrai pouvoir d'attraction auprès des personnes qui sortent d'études ou des collaborateurs qui souhaitent évoluer vers de nouvelles fonctions. Quatrième point, les entreprises apprenantes retiennent les talents. Ça, c'est un nouvel enjeu. Une fois que les talents sont recrutés, encore faut-il les retenir. Le recrutement coûte cher, on le sait. Et quand on fait nos différentes missions de conseil ou de digitalisation, c'est vrai qu'on est amené à rencontrer un grand nombre d'entreprises. Et au sein de la plupart d'entre elles, on constate qu'en fait, les entreprises arrivent parmi les plus attractives à recruter, mais qu'ensuite, il y a généralement un gap. En fait, à l'issue des 2 premières années, les nouveaux entrants ont tendance à quitter l'entreprise et il y a un vrai travail ensuite de la part de la DRH pour créer une stimulation, une motivation et réussir à retenir ces talents récents.
Donc l'entreprise a vraiment intérêt à développer une culture de l'apprentissage et à favoriser pardon, la mobilité, car ce sont ces deux éléments qui vont participer à la motivation et qui vont permettre de fidéliser ses collaborateurs. Donc là, il y a un vrai enjeu de la part des entreprises et le fait de mettre en avant et de partager cette dynamique et cette démarche d'entreprise apprenante permet également de retenir les talents plus longtemps. Concernant l'innovation également, c'est un autre point. Quel est l'impact de l'entreprise apprenante? Alors là, je vais vous présenter un autre programme qui a été mené par Ernst Young au niveau international et qui s'intitulait Opportunités en temps de crise. Les consultants d'Ernst Young avaient interrogé 45 000 personnes de leur cabinet pour échanger sur les nouveaux défis et les aider à concevoir des programmes d'action adaptés. Une des conclusions de cette étude, c'était que les entreprises performantes étaient en fait les plus innovantes. Ce n'est sans doute pas une surprise pour la plupart d'entre vous, mais disons-le, il y a une vraie corrélation entre performance et innovation. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les résultats de plusieurs études également complémentaires nous permettent de voir, en fait, pardon, de corréler également le fait qu'une entreprise, au sein d'une entreprise apprenante, on développe également les capacités d'innovation, ce qui fait que, comme l'innovation est le moteur le plus déterminant du succès concurrentiel, une entreprise apprenante, là encore, va être plus performante et plus innovante. Alors pourquoi devenir une organisation apprenante? Si on récapitule, voilà les différentes raisons qui peuvent être mises en avant. C'est effectivement pour obtenir de meilleurs résultats, être plus compétitif, pour accroître les capacités de transformation et d'adaptation, pour attirer et fidéliser les talents, et également pour développer les capacités d'innovation. Alors maintenant qu'on sait effectivement pourquoi c'est intéressant de se mettre dans une démarche de s'impliquer, de s'engager dans une démarche d'entreprise apprenante, reste à savoir sur quel levier on peut jouer. Donc là, afin d'éviter les erreurs les plus courantes, je tenais aujourd'hui à vous donner quelques clés sur lesquelles on peut jouer. Mais avant cela, je voulais aussi vous partager quelques cases qui vous feront sûrement sourire. Donc je vous laisse prendre connaissance de cette petite bande dessinée qui résume assez bien les mauvaises idées qu'on peut parfois avoir. Donc là, effectivement, je ne vous recommanderais pas d'imposer le port de la cravate, mais plutôt de mettre en œuvre 5 axes. Parce qu'effectivement, quand on pense à l'entreprise apprenante, il faut bien penser aussi au collectif qu'aux individus. Et cela se traduit dans ce schéma que vous apercevez à l'écran par le capital personnel d'un côté, à gauche, et le capital collectif à droite. Là encore, je vais reprendre l'ouvrage de Peter Senge, l'auteur de la 5e discipline. Là, vous apercevez la petite couverture en haut à droite, qui lui-même recommandait de se focaliser sur 5 axes principaux que vous apercevez là. Donc, je vais les décrire rapidement de gauche à droite. Le premier axe, c'est vraiment de pouvoir développer l'envie d'apprendre. Les salariés sont engagés dans une dynamique permanente d'auto-apprentissage et ils sont orientés vers le développement tant professionnel que personnel. Maintenant, c'est vrai qu'on prend vraiment en compte les deux composantes d'une personne et ces deux développements. Le deuxième axe, c'est l'organisation qui va être capable de modifier le comportement à la fois de l'individu et le comportement de l'organisation elle-même, de générer de nouvelles connaissances par une mise à l'épreuve régulière de ces modèles mentaux et des cadres d'interprétation qui dominent. Le troisième point, pardon, c'est le développement d'une pensée systémique qui va vraiment suggérer d'aborder les problèmes dans leur intégralité et de travailler de façon transverse pour créer des interrelations multiples. L'autre point, c'est également de développer l'apprentissage en équipe. Et enfin, c'est de partager une même vision stratégique et de s'assurer que cette vision est bien partagée aux différents niveaux de l'entreprise. Donc voilà pour vous récapituler un petit peu les 5 axes sur lesquels il est souhaitable de travailler, sachant que à chaque fois, on va travailler à la fois sur le levier collectif et le levier individuel. Alors, plus concrètement, en fait, cela va passer par la mise en place et le développement de différentes actions concrètes.
Et donc là, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'effectivement, cela va se traduire par la mise en place d'une nouvelle culture managériale. Alors, quand on pense au manager, souvent on a différentes manières de le représenter. Vous le voyez sur ces illustrations. Il a souvent mauvais stress, mais dans une entreprise apprenante, le manager va jouer un rôle crucial. Alors déjà, dans une entreprise apprenante, si on prend un petit peu de recul, il s'agit généralement d'une structure où on va être plutôt sur un mode de travail horizontal. On n'est plus dans les structures hiérarchiques. On va également mettre en place un mode de gouvernance qui va fluidifier les échanges et faciliter la prise de décision et permettre de prendre des décisions plus rapidement. Et le rôle des managers, j'en parlais tout à l'heure, va vraiment changer considérablement. Euh, donc, comme je le disais, on va réduire le nombre de niveaux hiérarchiques. Généralement, on peut arriver à 3, même dans un grand groupe, pour arriver à une structure organisationnelle aplatie et transverse. Et les managers eux-mêmes vont passer d'une logique de contrôle, comme on le voit sur ces illustrations un petit peu, à celle d'animation d'équipe. Donc là, c'est un vrai changement qu'on va demander, un vrai changement de posture. Et donc là, il faut vraiment penser en tant que DRH à accompagner ce changement et à les former à cette nouvelle culture managériale. Donc c'est un vrai état d'esprit à partager, à faire adopter, qui va passer par une acculturation des cadres à cette nouvelle culture managériale qui va être fondée sur la confiance, sur la transparence et sur l'autonomisation des collaborateurs. Les managers vont maintenant devoir donner envie d'apprendre, envie de coopérer, et tous doivent vraiment être convaincus que le fait de développer les compétences va être un accélérateur de performance. Donc cela va se traduire par le développement de la culture d'apprentissage social, de l'approche test and learn. On va vraiment tester, mettre en place des pilotes et puis ensuite généraliser et vraiment également analyser les retours d'expérience pour capitaliser sur ces différentes expérimentations et généraliser ce qui fonctionne bien. Au-delà de la partie comment dire, culture managériale, en fait, rien de tout cela ne serait possible sans un environnement de travail qui s'y prête. Donc là, vous voyez quelques visuels d'environnement de travail, d'espaces de travail qui sont un petit peu sous le modèle du flex office. Et ces nouveaux aménagements en fait, répondent aux attentes des actifs qui ont vraiment évolué. Aujourd'hui, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, pardon, la souplesse offerte dans les horaires, dans les lieux de travail, on peut travailler aussi bien à la maison qu'au bureau, on peut avoir des horaires aussi beaucoup plus souples qu'avant. Cet investissement dans le développement des compétences également sont autant d'atouts que les entreprises vont pouvoir valoriser. Les entreprises apprenantes revisitent donc leurs espaces de travail et les aménagements, comme on le voit sur ces photos, sont de plus en plus modulaires, de plus en plus chaleureux. On n'hésite plus aujourd'hui à osciller entre espace professionnel et espace domestique, à mixer cuisine au milieu de bureaux. Bref, on est sur des espaces qui vont être maintenant plus propices à la réflexion et à l'apprentissage, qui vont favoriser les échanges et l'inspiration. Cela va d'ailleurs contribuer à donner envie à chacun de venir le matin. Et donc ça va contribuer vraiment à développer les capacités d'apprentissage tant de l'organisation que des différents collaborateurs qui y travaillent, puisqu'on va être aussi en plus grande proximité, tant avec le manager qui lui-même va se retrouver au cœur de son équipe en open space et qui va pouvoir mieux comprendre un petit peu les différentes problématiques et intervenir au meilleur moment. De la même manière, sans aller dans les excès décrits dans ces cases, l'environnement de travail peut également contribuer à être plus créatif. Le fait de proposer une multitude d'espaces collaboratifs avec des aménagements différents, on retrouve des ploufs, on retrouve des jeux. Voilà, on a vraiment mis en œuvre aujourd'hui des modalités et des aménagements très variés qui tous vont vraiment favoriser ces nouveaux modes d'idéation et de design thinking. On va retrouver également la mise en place de tableaux interactifs, d'outils qui vont contribuer également à favoriser les expériences de serendipity. Tout cela va contribuer à stimuler la créativité des collaborateurs et cela va avoir un impact très positif sur l'innovation au sein de l'entreprise.
On va également miser sur la digitalisation pour imaginer un nouvel écosystème qui va en fait fabriquer un petit peu les nouvelles compétences de l'entreprise. Alors là, on retrouve de nombreux outils, je ne vais pas tous les lister, mais on a bien sûr des outils de pilotage qui vont permettre de piloter et d'ajuster en permanence la vision prospective en fonction des avancées concrètes qui seront visibles dans l'entreprise en matière de développement des compétences. On va également retrouver les outils collaboratifs, il en existe énormément, donc là j'en citais deux, mais effectivement, vous les connaissez certainement, Trello, Slack et tous les outils collaboratifs qui peuvent être mis en place. Des plateformes également qui vont permettre de développer les connaissances et de développer les compétences des collaborateurs de manière personnalisée. Quand tout à l'heure on parlait de la dimension individuelle et collective, il faut toujours avoir en tête qu'effectivement ces outils doivent à la fois servir l'entreprise dans sa globalité, mais également ensuite de pouvoir répondre à des besoins plus précis des individus. Autre point, dernier point, ça va être également de favoriser l'envie de transmettre. En effet, chaque collaborateur doit pouvoir être un passeur de savoir ou de savoir-faire. Alors bien sûr, on pense aux experts ou aux formateurs internes qui eux-mêmes sont souvent formés, on le voit, aux pédagogies digitales. Ils vont maintenant pouvoir plus facilement transférer des savoirs ou savoir-faire auprès de l'ensemble des collaborateurs. Il y a des outils qui existent également et qui facilitent cette mise à disposition de connaissances. Vous le voyez à travers ce vidéomaton qui permet de se filmer et de mettre à disposition des petites vidéos sur une connaissance ou un savoir-faire. Donc ça, tous ces outils-là sont en train de se démocratiser et de faciliter cette mise à disposition des connaissances. Et on va pouvoir vraiment aussi créer et produire de manière simple et plus industrialisée des contenus et des savoirs et de les partager facilement. Mais au-delà de ces outils et de la partie digitale, il ne faut pas oublier que la loi à venir a reconnu comme action de formation la formation en situation de travail, qui est également un autre moyen très performant également de former et de transmettre un savoir-faire. On pourra y revenir dans un prochain webinaire d'ailleurs. Et puis effectivement également le fait d'encourager les personnes à faire du peer-to-peer learning, à échanger, à créer des communautés de pratique qui vont vraiment faciliter là encore le partage de connaissances et là encore les innovations de toutes sortes. Alors, dernier point pour ce webinaire, hein, je souhaitais également voir avec vous comment évaluer la performance d'apprentissage d'une entreprise. Une organisation apprenante réfléchit constamment à ses processus d'apprentissage, puisque, on l'a vu, le contexte évolue et l'entreprise doit s'adapter continuellement. Mais aujourd'hui, je dois avouer qu'il existe très peu de modèles qui permettent en fait d'évaluer cette fameuse performance d'apprentissage. On retrouve un certain nombre d'études ou de mémoires, mais je dois avouer que j'ai un petit peu peiné à rassembler des grilles d'évaluation ou des conclusions et des résultats vraiment faciles à mettre en œuvre. Donc là, ce qu'on peut vraiment mesurer, en tout cas, ce qui en ressort de toutes ces études, c'est qu'on peut mesurer à court terme les impacts d'évolution des compétences et de l'organisation, et à moyen terme, la pérennisation des pratiques et l'émergence ou la consolidation de ce qu'on appelle une organisation apprenante. Pardon. Donc là, j'ai souhaité partager avec vous un exemple de dispositif d'évaluation, mais qui reste assez théorique et pas forcément très lisible à cet écran. Je vous prie de m'en excuser. Mais là, à travers ce schéma, l'idée, c'était de se dire qu'il fallait vraiment pouvoir donc évaluer les différentes capacités de l'entreprise apprenante. C'est tout ce qu'on retrouve à gauche. Donc tous les leviers, tous les éléments qu'on va mettre en œuvre, l'apprentissage continu, le dialogue et le questionnement, l'apprentissage en équipe, on a vu ces points-là tout à l'heure, hein, c'est tous les leviers sur lesquels qu'on va pouvoir activer. Et puis ensuite, comme l'entreprise apprenante doit faire face à un certain nombre de perturbations, elle va finalement être en capacité d'évoluer et de produire une performance en termes d'innovation. Donc à droite, vous retrouvez les 5 performances qui font partie de ce modèle, qui ont été définies pour ce modèle. On parle bien sûr de la performance financière, de la performance commerciale, de la performance également qui se rapporte à la clientèle, puisqu'on parle de plus en plus de parcours client, et enfin, performance technique et performance stratégique. Donc tout cela reste encore un petit peu théorique, mais je pourrais revenir, on va continuer à poursuivre ces travaux pour
mettre en œuvre de nouvelles grilles d'évaluation et des outils, une boîte à outils qui sera plus concrète et plus facile pardon, à mettre en œuvre. Mais voilà, je voulais partager déjà ce premier dispositif d'évaluation. Si vous-même vous vous êtes engagé dans cette démarche d'entreprise apprenante et que vous avez mis en place des indicateurs de suivi, n'hésitez pas également à les partager avec nous parce que nous pourrons ensuite vraiment échanger avec des exemples concrets donc je vais passer vite parce que je vois que le temps est passé très vite. Donc je voulais également conclure sur le rôle en fait et les défis qui se présentent pour la fonction RH. Moi je trouve que on vit une période très excitante puisque finalement la fonction RH doit maintenant répondre à un certain nombre de défis. Elle est partie prenante dans la transformation des business models de l'entreprise, ce qui va modifier en profondeur, on l'a vu, les métiers et les modes de fonctionnement de l'entreprise. Elle est également souvent associée à la transformation digitale. Elle doit également faire face à une guerre de compétences sans précédent et ça n'est pas terminé. Et les DRH doivent aussi tenir compte des nouvelles attentes des collaborateurs, ce qui implique de développer de nouvelles organisations, de nouveaux environnements de travail, on l'a vu, et également de nouveaux modes de management. Concernant la formation, là aussi, il y a de gros enjeux, puisqu'il faut qu'on se renouvelle pour vraiment à la fois répondre aux besoins de plus de personnalisation, d'être plus réactif également dans la mise en place de ces formations, et de nous rapprocher également du terrain pour mettre en œuvre de véritables actions de formation en situation de travail. Voilà rapidement pour les conclusions. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des clés et vous donnera envie également soit de parfaire votre démarche si vous y êtes déjà engagé, soit de mettre en place une vraie démarche d'entreprise apprenante. Si vous avez des questions, je suis bien sûr prête à y répondre et j'aurai un grand plaisir à poursuivre également cet échange au-delà de ce webinaire. Vous allez recevoir d'ailleurs un lien, ça j'en parlais au tout début, vers notre questionnaire de satisfaction. Donc si vous avez également des idées pour de futurs webinaires, n'hésitez pas à nous le communiquer. Mathilde, est-ce que tu as reçu des questions? Oui, alors j'ai deux questions. Donc une première de Alexandra Concier qui nous demande comment favoriser l'envie de transmettre. En fait, sur une de tes slides 21, tu parlais surtout de comment transmettre et un peu moins sur l'envie. Donc du coup, cette personne-là demande un peu comment favoriser voilà, l'envie de transmettre. Donc l'envie de transmettre, c'est vrai que ça va passer par différentes actions. On va jouer sur des dispositifs incitatifs. Ça peut être de valoriser par exemple des experts métiers ou des managers en soit les valorisant, en les faisant participer, témoigner en fait, sous format vidéo ou en les interviewant, en les mettant en avant dans la communication interne de l'entreprise. J'avais d'ailleurs rencontré une responsable de communication interne d'un grand groupe qui me disait quel son enjeu, c'était que chaque année, chaque collaborateur soit un peu une star, au moins une journée dans l'année. Et donc voilà, l'objectif c'est vraiment de mettre en avant, de valoriser ces différentes actions, ces différents savoir-faire. Donc ça peut passer par la mise en place de rétributions, de primes ou tout simplement de valorisation via la participation à un événement ou d'être interviewé. Voilà, c'est quelques pistes, mais après il y en a énormément d'autres également à mettre en œuvre. On parle aussi beaucoup de l'engagement, comment développer l'engagement des apprenants, des collaborateurs. Donc ça va passer également par un mode managérial, une culture managériale nouvelle qui va donner envie en fait en autonomisant et en responsabilisant les collaborateurs, en étant plus sur une logique de résultat que sur une logique de contrôle du temps passé. Par exemple, voilà, ça va passer par un certain nombre d'actions et je pourrais y revenir également dans un prochain webinaire. Et du coup, donc Alexandra, la même personne, demande également la date de l'étude de EY sur De la Ernst Young, je crois que c'était en 2017. Ça, je pourrais vous le préciser ou vous confirmer par la suite. Pas d'autres questions. En tout cas, je tenais à vous remercier de nous avoir rejoints une nouvelle fois aujourd'hui. Et puis, je tenais à partager avec vous également les différentes occasions où nous pourrions nous retrouver. Donc, à droite, ce sont les formations qui sont mises à votre disposition si vous souhaitez monter en compétences ou faire en sorte que vos collaborateurs montent en compétences sur le domaine du digital learning pour contribuer également
à renforcer la dimension entreprise apprenante de votre entreprise. Et puis un événement que vous ne connaissez peut-être pas, mais auquel nous allons participer, le Skillfest, qui est organisé par la FFP à Montrouge les 3 et 4 octobre. Nous animerons un atelier le 3 octobre sur la Fest, un atelier assez original, vous le verrez, où on va parler de cocktails et de formation et de développement des compétences. Voilà. Et, et en fait, Pardon. Maria, on a une autre question, donc Hicham, qui nous demande si on a mis en place l'entreprise apprenante dans notre agence, et si oui, comment on l'a fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça nous a, enfin, en créant Nel et Associés, comme on est une agence de formation digitale, dès le départ, on a souhaité, enfin, ça nous a semblé évident d'appliquer ce qu'on recommande, justement. Donc, c'est passé par différentes actions. On a par exemple une bibliothèque, on a tout un système de veille, que ce soit technologique, pédagogique, partagé, avec des outils de veille. Et puis également, on a des ateliers où on organise des journées Nel où chacun va pouvoir euh, partager ses retours d'expérience, partager son travail de veille ou également faire part de réussite personnelle, parce que comme je parlais tout à l'heure de la dimension à la fois personnelle et professionnelle, il est important de prendre en compte l'ensemble des personnalités qui constituent une équipe. De la même manière, chaque personne de l'équipe est formée chaque année en formation externe. Et puis nous avons également la dimension un petit peu tutorat où un expert de l'équipe va également accompagner une personne plus jeune pour la faire monter en compétences et développer les personnes de l'équipe sur des domaines qui vont être voilà, plus annexes ou qui n'étaient pas dans son périmètre initial, mais d'être vraiment dans ce développement continu de l'individu, sachant que ce développement et ces innovations en fait, vont nous permettre ensuite de développer l'agence et d'être toujours bien en phase avec le marché, avec les attentes de nos clients. Ce qu'on a également mis en place, c'est un partenariat avec des artistes. On travaille avec des domaines assez variés, mais dont des artistes ou des réalisateurs de cinéma. Voilà, on va aussi piocher dans des environnements et des domaines assez larges pour à chaque fois trouver de nouvelles idées qui vont nous inspirer et nous permettre d'imaginer des dispositifs innovants et répondant aux besoins et même dépasser les attentes de nos clients. Bon, là encore, j'ai résumé, j'ai sans doute oublié un certain nombre d'actions, mais voilà pour ce qui nous concerne. Et on a une dernière remarque donc de Mickaël qui nous demande, donc sur la slide 16, qui n'a pas eu le temps de vraiment le voir, si on pouvait y revenir et illustrer rapidement les 5 axes que tu as déjà cités. Oui, donc en fait, là, c'était les axes que voilà. Je pense que le temps est déjà bien passé. Donc, ce que je vous propose de nous retrouver à un prochain webinaire. Nous en organiserons un en novembre, pardon, on est en septembre, donc en novembre, hein, je remets les dates. Alors, on n'a pas encore quelle est la date pour le webinaire de novembre, mais sachez qu'entre-temps, vous pourriez avoir l'occasion de nous rencontrer au Skillfest le 3 octobre. Et puis donc, nous vous tenons informés pour le prochain webinaire qui portera soit sur la certification, comment créer un référentiel de compétences et comment se faire certifier ces formations,
soit sur le blended learning. Donc là, n'hésitez pas également à nous donner vos préférences via le formulaire de satisfaction. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci également à Mathilde et à Michaela qui m'ont aidé à organiser ce webinaire.